Elle veut faire éclater les stéréotypes entourant les femmes noires. Voici Ayana Oshun. Bonsoir, Ayana. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous êtes la réalisatrice du documentaire Le mythe de la femme noire, dans lequel vous donnez la parole à 21 femmes qui témoignent des préjugés, des stéréotypes qui ont façonné l'image de la femme noire au fil du temps dans l'imaginaire collectif. On regarde un extrait de la bande-annonce. Manon. I don't want to speak for all Black women because all Black women are different. But la peau comme le chocolat, caramel, beurre salé, tigresse, panthère, féline. Ouais, mais moi, j'aimerais bien, tu sais, me taper une femme noire parce que elle maîtrise. That's the most insulting and ridiculous thing I've ever heard in my life. Et si tu as en plus des courbes généreuses, ça vient accentuer la donne. C'est comme si je donne raison aux stéréotypes. Et les propos qui vont plus m'atteindre, c'est quand on entre dans une subtilité plus profonde. C'était bon ce que vous avez fait. Bravo, vous sortez d'où? Vous, madame, vous n'avez pas besoin de me dire dans quoi vous enseignez. Vous enseignez les sciences infirmières. Nous sommes les nounous et nous sommes les mamies. Et on voudrait que nous ne soyons que ça. C'est ça le problème. Un documentaire très intéressant, Yana. Et vous voulez dénoncer ce que vous appelez la misogynie noire. Qu'est-ce que c'est? Bien, le documentaire, en fait, veut déconstruire 3 stéréotypes principaux associés aux femmes noires. Donc, il y a le stéréotype de la femme noire hypersexualisée, qu'on appelle Jézabel. Le stéréotype de la nounou, puis celui de la femme noire en colère. Et dans le film, il y a une partie, effectivement, qui parle de misogynie noire, c'est-à-dire la misogynie à l'égard des femmes noires. Dans votre documentaire, il est également question de colorisme, qui est une discrimination qui est basée sur le teint de la peau. En quoi le colorisme se distingue du racisme? Bien, le colorisme, c'est à l'intérieur des communautés noires, tandis que le racisme, c'est entre races. Ouais. Donc, le colorisme, c'est une sorte de racisme internalisé où, à l'intérieur des communautés noires, il y a une classification basée sur la couleur de peau. Donc, plus une personne a la peau claire, plus elle est considérée non seulement comme belle, mais elle a beaucoup plus d'opportunités d'avancement, tandis que plus une personne est foncée, plus c'est le contraire. Puis dans le film, ce qui est montré, c'est qu'il y a des gens, pour se sortir, si on veut, de cette... les gens qui ont la peau foncée, et ils se mettent des crèmes pour essayer de se blanchir la peau, pour essayer de se dépigmenter. Et dans le film, il y a des scènes où on voit carrément des gens se peler la peau après avoir mis des crèmes pour avoir accès à la peau qui est en dessous. Mais tout ça, c'est dans le but d'avancer dans la société et d'essayer d'avoir de meilleures opportunités. Donc... Et se charcutent, finalement. Oui, effectivement, effectivement. Puis, ils sont prêts à tous les dangers parce qu'on sait que ces crèmes-là peuvent provoquer des cancers de la peau, par exemple, peuvent provoquer des brûlures. On les voit parfois, mais ils sont prêts à faire ça pour essayer de trouver leur place au soleil, si on veut. Vous parliez de Jézabel. Qui est-elle et comment ce mythe-là se vit au quotidien? Oui, bien, Jézabel, le nom est venu parce que c'était, dans l'Ancien Testament, c'était la femme d'un roi qui a détourné le roi, justement, du Dieu d'Israël pour qu'elle adore ses propres dieux païens. Donc, depuis ce temps-là, Jézabel est restée pour déterminer une femme qui utilise ses attributs pour détourner les hommes du droit chemin, si on veut. Et Jézabel, pour les communautés noires, elle est vue comme une femme dépravée sexuellement qui utilise justement son corps. Ses attributs. Ses attributs, exactement, pour essayer d'arriver à ses fins. Puis, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? C'est que les femmes noires sont vues comme... on le dit, il y a plusieurs femmes qui le disent. On les aborde en disant, oui, vous, les Noirs, on sait qu'au lit, vous assurez que vous êtes bonnes. Puis il y a même dans le film une docteure en psychologie, le docteur Myrna Lashley, à l'université McGill, qui dit qu'à un moment donné, il y a un de ses collègues qui lui a dit, tu sais, je me suis mariée récemment. Puis elle a dit, OK. Ouais. Merci. Cool. Oui, exactement. Puis elle sentait qu'il voulait dire quelque chose d'autre. Puis à un moment donné, elle lui a dit, tu
si c'est ma femme et moi, ça va pas très bien au lit. Est-ce que tu pourrais venir chez moi puis montrer à ma femme quoi faire, mais signe-moi un papier pour que tu me fasses pas chanter après. Puis elle était tellement insultée que... Parce qu'on parle quand même d'une docteure en psychologie qui est rabaissée justement à ce stéréotype de Jézabel. Dans la musique, c'est frappant. Tout le milieu du hip-hop. Oui. Et ce qui est triste, parce que tu en présentes dans ton documentaire, tu as des 50 Cent, Nelly, tout ça, des grandes stars noires qui se servent de la femme, où on voit le twerking, puis la danse, puis tout ça. Tout à fait. C'est pas un peu triste que la communauté noire elle-même soit oui, mais effectivement, le misogyne noir, c'est pas juste... c'est aussi à l'intérieur des communautés noires, justement. Puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dénonciations de femmes qui ont dit qu'elles étaient fatiguées de se faire traiter comme ça, comme des animaux, puis comme simplement un corps. Puis dans le film, il y a aussi des exemples de femmes qui se réapproprient ça. Comme on parle de Nicki Minaj ou des exemples comme ça, de femmes qui se disent, ben tant qu'à être exploitée, je vais m'exploiter moi-même puis utiliser mon image de femme noire. Mais le problème, c'est pas que ces images-là sont là. Je veux dire, Nicki Minaj et ces femmes-là, elles font ce qu'elles veulent. C'est que souvent, on ne voit que cette représentation-là. Ouais. Puis moi, en grandissant, j'aurais voulu voir d'autres modèles de femmes noires. Puis dans le documentaire, toutes ces femmes, ces 21 qui sont présentées, pour moi, ce sont des inspirations, puis des femmes avec qui j'aurais aimé parler en grandissant. Un autre stéréotype répandu que vous soulignez est celui de la mamie. Oui. Ou de la nounou, qui est une femme noire plantureuse, généreuse, dont la qualité première est de prendre soin. Ça peut être une infirmière, ça peut être une éducatrice. On peut notamment penser à Aunt Jemima, qui figurait jusqu'à tout récemment sur les bouteilles de sirop de poteau ou de mélange à crêpes. D'où ça vient, ce stéréotype-là? Bien, la nounou tire sa source de l'esclavage. C'était une manière de dire que les esclaves étaient très contents d'être esclaves et d'être au service d'eux. Donc, la nounou est vue faisant à manger, prenant soin de tout le monde. Elle est souriante, elle est grosse, elle est plus âgée. Donc, c'est quelqu'un de maternant, quelqu'un de rassurant. Rassurant. Mais la vérité, c'est que tout ça, c'est un stéréotype. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai que les esclaves vivaient si longtemps. C'est pas vrai que les esclaves pouvaient être gros parce que souvent, ils étaient mal nourris. Donc, ils étaient plutôt maigres. Puis c'est pas vrai qu'ils avaient des dents, souvent. Bon, la malnutrition fait que les dents s'attendent. Ben ouais. Fait que tout ça, c'est une caricature qui visait à donner un caractère, si on veut, humain à l'esclavage. Puis ça a parcouru le temps, effectivement. Puis dans la société actuelle, on le voit. Les femmes noires sont vues comme, bon... Des femmes qui vont prendre soin d'eux. Puis beaucoup de jeunes sont dirigés, ou même non-jeunes, sont dirigés vers des métiers pour prendre soin des gens. Vous vous attardez également au mythe de la femme noire en colère, celle qui est toujours indignée. Oui. Qu'est-ce que c'est et en avez-vous été personnellement victime? Bien, la femme noire en colère, effectivement, elle est vue comme hystérique, qui est jamais contente. Puis... c'est vrai qu'au moment où, au 20e siècle, les Noirs ont commencé à parler contre leur traitement, si on veut, de leur mettre l'étiquette pour les femmes de femmes noires en colère, ça permettait de mettre de côté ces voix-là qui s'élevaient contre les oppressions qu'ils vivaient. Puis aujourd'hui, comment ça se vit dans le marché du travail? Il y a beaucoup de femmes qui en parlent dans le film aussi. C'est que quand elles disent... comme dans tout le travail, je veux dire, dans n'importe quel milieu de travail, on dit, bon, ça marche, ça marche pas, voici pourquoi. Mais de nombreuses fois, elles se font mettre de côté et leur discours est vu comme non valide parce que de toute façon, tu es juste une femme en colère. Fait qu'on sait bien, vous autres, vous êtes toujours indignés, vous chialez toujours. Bon, il y a Jézabel, il y a la nounou, il y a la femme indignée ou en colère. Quelles conséquences ce mythe-là peut avoir sur les femmes noires aujourd'hui? Les trois stéréotypes? Oui. Oui. Bien, ce que ça fait, c'est que elles sont vues comme non sérieuses. C'est-à-dire, d'un côté, elles sont bonnes soit pour le sexe, soit pour prendre soin, soit toujours en colère. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand une femme essaie d'accéder, si on veut, à des postes de responsabilité plus importantes ou essayer d'être autre chose qu'une infirmière, c'est plus difficile parce que ces mythes leur collent à la peau.
Puis, c'est ancré dans notre inconscient. Exactement, c'est ancré dans l'inconscient collectif. Puis c'est ça que je voulais en faisant ce film, parce que moi, j'ai grandi aussi avec ces mythes-là. Puis en grandissant, je voulais travailler dans le milieu de la santé. Puis éventuellement, j'ai changé. Puis c'est un film qui m'a pris 10 ans à faire. Donc il y a eu... Une évolution. Oui, il y a eu une évolution, surtout dans la pensée des gens, tu sais, depuis 2020. Avec et dans la vôtre. Oui, exactement. Ouais, c'est ça, depuis Black Lives Matter, justement, en 2020, puis la mort de George Floyd, il y a une ouverture qui s'est créée chez tout le monde pour pouvoir recevoir ces messages-là puis entendre l'histoire de ces femmes. Dans votre documentaire, il y a une scène qui est extrêmement frappante. Vous montrez des archives d'une jeune fille à qui on fait faire le test des poupées Manon. I like that one. Can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give... And why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? Les mécanismes du racisme sont beaucoup plus pernicieux qu'on peut penser. C'est fou, ça, cette image-là. Oui. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'où, cette image-là? C'est une réalisatrice qui a fait un court-métrage sur ce test des poupées. Ça se fait longtemps que ces tests-là se font. Mais en général, on demande aux petites filles laquelle est la plus belle. Puis c'est vrai qu'en général, les petites filles noires disent que c'est la poupée blanche qui est la plus belle. Mais là, la question était encore plus... personnelle puis intérieure. On lui demande qui est bonne, puis qui est la méchante, puis laquelle te ressemble. C'est vraiment troublant, ça. Oui, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'on ne sait pas... C'est certainement pas ses parents qui lui ont dit qu'elle était méchante, puis qu'elle allait... qu'elle avait une corruption de son caractère. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle a intégré ce discours-là? Dans le film, il y a aussi Geneviève Young qui parle du fait que c'est une femme métissée. Donc, son père est noir et sa mère est québécoise. Et puis, son père était trinidadien. Puis, elle dit, elle a grandi en région. Puis, à 4 ans, elle soufflait sur le gâteau de son anniversaire, sur les bougies. Puis, son souhait, c'était de devenir blanche le lendemain matin. Puis, elle disait qu'il n'y a personne qui lui a dit que c'était mauvais d'être noire. Mais c'est quelque chose qu'elle a assimilé quelque part dans son inconscience. En terminant, plusieurs des femmes avec qui vous vous êtes entretenues disent avoir souffert de dépression. Et selon vous, les questions de santé mentale sont déjà tabous, mais encore plus dans les communautés noires. On doit être résilient en tout le temps. Pourquoi? Bien, parce que être femme, déjà, vient avec un certain nombre d'enjeux. Être noire, aussi. Donc, l'intersection des deux fait qu'on a besoin de tout ce que ça prend en termes de force intérieure pour aller de l'avant dans la vie. Donc, le fait de se dire en dépression, c'est une faiblesse. Puis c'est une faiblesse qu'on ne peut pas exposer. Puis dans les communautés noires, il y a d'autres termes que dépression. Puis c'est vrai que... Comme lesquels? Qu'est-ce que les gens disent quand ils sont déprimés? Bien, ce sont des termes, on parle de tristesse, on parle de « Ah, il va pas bien ». C'est passager. Puis... On camoufle, en fait, tout le temps, si je comprends bien. Bien, en fait, c'est pas vu comme une maladie. OK. Ouais. C'est vu comme... C'est un état passager. Voilà, c'est un état passager, mais que ça dure. Puis c'est vrai qu'il y a la famille qui est autour. Beaucoup de monde vont à l'église, donc ils utilisent d'autres moyens pour s'en sortir, mais c'est difficile. Puis je suis contente que ces femmes-là en aient parlé, puis parlent de la pression interne puis externe qu'elles subissent. Beaucoup ont subi de la dépression. Puis pour moi, c'était un sujet surprise dans le film. J'ai posé des questions sur les stéréotypes, mais toutes, naturellement, ont commencé à me parler de santé mentale et de dépression et de burn-out. Mais, Ayanna, votre film est très éclairant à ce sujet-là. C'est très intéressant. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Le mythe de la femme noire est en salle dans plusieurs villes au Québec. Merci infiniment. Merci.